Merci d'être avec nous sur BFM TV à la une de l'après-midi info à bientôt 16h. Journée noire sur les routes dans le sens des départs pour cette journée de chassé-croisé, l'une des plus chargées de l'été avec un pic de près de 1100 km de bouchons à la mi-journée. Pour les Haussiens qui démarrent leurs vacances, le budget a largement été revu à la baisse cet été, moins 14% en un an, voire des départs annulés pour plus de la moitié d'entre eux. Dans ce journal, nous vous emmènerons en pleine nature dans le Doubs avec Marion Roussel, la beauté des paysages à petit prix. À l'étranger, aux États-Unis, Kamala Harris officiellement désignée candidate démocrate pour la prochaine présidentielle, alors que Donald Trump annonce lui un débat pour le 4 septembre. Nous serons aux États-Unis dans un instant avec Sonia Dridi. Et le point sur nos exceptionnelles médailles des Français au JO. 2 nouvelles médailles se sont ajoutées aujourd'hui en tir à l'arc et au tir au pistolet. On en est donc à 38 et ce n'est pas fini. Nous irons sur les Champs-Élysées également devant l'une des boutiques officielles des Jeux qui fait le plein. Vous verrez que les queues sont immenses pour acheter les produits dérivés des Jeux. D'abord donc ce samedi noir sur les routes dans le sens des départs. Près de 1100 km de bouchons à la mi-journée selon Bison Futé. Certains ont beau être partis très tôt, ça n'a pas suffi malheureusement. Ils sont bloqués dans les bouchons. C'est l'une des journées les plus difficiles de l'été. Image de l'autoroute A71, le péage de Beuzeville. Regardez sur l'A13 où c'est très chargé. Sur l'A6 également à Villefranche-Limace. Damien Charton, lui, est sur l'aire de Saint-Rambert d'Albon entre Lyon et Valence sur l'autoroute A7. Là aussi, c'est très chargé. Une circulation difficile comme prévu en ce samedi de chassé-croisé sur l'autoroute du Soleil. Des temps de parcours plus que doublés dans la vallée du Rhône et des automobilistes qui prennent leur mal en patience. Écoutez-les au micro de Louis Léger. Là, on est déjà à 12 heures là. Et nous en reste 4. 3, 4, normalement. Vous êtes plutôt positif, c'est bien, ça fait partie des vacances? Oui, ça fait partie des vacances, oui, moi. Ça me dérange pas, moi. On voulait partir un peu plus tôt au départ, mais on a eu un contretemps, mais on avait bien vu que ça allait être... on avait vu que c'était annoncé noir, il me semble. Donc on s'attendait un peu à ce qu'il y ait des embouteillages. Déjà, il faut s'arrêter pour prendre un peu d'air, continuer la route, écouter la musique, discuter. C'est tout ce qu'on peut faire quand on est dans une voiture. Pour la journée de dimanche, ça va être difficile également. Journée rouge dans le sens des retours. Il faut éviter d'être sur l'A7 entre Loriol, Orange et Lyon jusqu'à 17h dimanche. Avec nous, Benoît Salio, rédacteur en chef de Radio Vinci Autoroute. On le disait, 1100 km d'embouteillage à la mi-journée. Ça donne quoi le trafic au niveau national à l'heure actuelle ? Alors, on est vraiment dans une situation de chassé-croisé. Il y a beaucoup de monde depuis ce matin et on voit bien que depuis le début d'après-midi, ça commence à remonter en direction notamment de la région parisienne. Je vais prendre l'exemple de l'autoroute A7. C'est la plus grande autoroute, l'autoroute du Soleil entre Lyon et Marseille. Sur cette autoroute A7, il faut toujours en ce moment en direction du sud, entre Lyon et Orange, près de 4 heures. Et puis ce matin, il y avait quasiment pas de ralentissement en direction de Lyon et de Paris dans la vallée du Rhône. Et ça y est, là c'est clairement le cas. Il y a plus d'1 heure de bouchons en cumulé. Donc il y a du monde, c'est un vrai chassé-croisé. Vous le disiez tout à l'heure, c'est la journée la plus chargée de l'été. En tous les cas, depuis le début de cet été 2024, c'est sûr. Il y a beaucoup de monde. Un autre exemple, c'est l'autoroute A10. C'est l'autre autoroute la plus empruntée en France en ce moment, entre Paris et Bordeaux. Entre Paris et Bordeaux, il faut 8 heures. 8 heures, c'est beaucoup. Ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de bouchons sur les principales autoroutes de France. Il faut s'armer de patience. Pour ceux qui ne seraient pas encore partis, là, clairement, il ne faut pas du tout partir de la journée. Il faut attendre demain. Alors, ça dépend. On peut également attendre la fin de journée. Si le trajet n'est pas trop long et que du coup, on n'est pas amené à rouler de nuit, et puis si on a eu le temps de se reposer aujourd'hui, pourquoi pas un départ à 18 heures? Ça peut être plutôt sympa. Comme ça, si on a 3-4 heures de route, il n'y aura aucun problème en fin de journée. Vraiment pas de problème. À partir de 18-20 heures, en général, tous les bouchons diminuent vraiment considérablement. Ou en effet, vous pouvez partir demain. Alors, je rappelle quand même que demain, c'est orange dans le sens dit des retours, c'est-à-dire en fait à l'approche des grandes villes, et c'est vert ailleurs. Attention à la journée de lundi, parce qu'on pourrait se dire, en fait, moi, je vais carrément attendre lundi. Lundi, c'est orange dans les deux sens de circulation. On attend beaucoup de monde lundi prochain.
La fausse bonne idée donc du lundi, c'est bien noté parce que certains d'entre nous avaient misé sur le lundi. Ça m'arrange pas, Benoît. Ça m'arrange pas. On va rappeler. On se méfie. Oui, on se méfie. On va rappeler tout de même les conseils de prudence sur la route. Les conseils, c'est de s'arrêter régulièrement, mais on s'arrête pour faire quoi? En fait, faut vraiment s'aérer. Donc, on pense aux enfants. Alors, ça dépend quel âge ils ont, les enfants. Si ce sont vraiment des enfants, ils n'ont qu'une seule envie quand la voiture s'arrête et qu'on se gare pour faire la pause, ils sortent de la voiture et ils ont tendance à aller prendre l'air et c'est très bien. Les ados, ils sortent de la voiture également. On reste pas devant l'écran. C'est important, en fait, de s'aérer, de se dégourdir les jambes. C'est très important. Et pour les conducteurs, on fait 20 minutes de pause. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux. On peut prendre un café. Il faut surtout s'hydrater. On n'abuse pas trop du café. Il faut boire de l'eau. Boire de l'eau parce que c'est bon pour la concentration et donc c'est bon pour avoir les bons réflexes sur la route. Merci beaucoup Benoît Salio, merci pour ce point très complet avec vous. Pour la route des vacances, BFM TV prend aussi la direction de l'Est de la France, dans le Doubs. Décor de carte postale, regardez Marion Russel qui est dans un lieu superbe en pleine nature. On voulait vous montrer avec Sébastien Savoie qui m'accompagne, et bien tout simplement c'est le décor derrière moi. Imaginez, là on est dans le parc de la Gare d'Eau, c'est à seulement peut-être 5 minutes à pied du centre-ville de Besançon et pourtant on a l'impression d'être en pleine campagne. On est sur les bords du Doubs avec cette nature, ces oiseaux que l'on peut observer. D'ailleurs les locaux comme les touristes ne s'y trompent pas, on voit quand même pas mal de gens commencer à arriver pour se promener, faire un petit peu de vélo. Il y a aussi une Via Francigena qui relie Canterbury à Rome pour les plus courageux, et puis cette citadelle aussi qui surplombe si vous êtes un peu féru de visites plus historiques. Alors forcément ici on cherche un petit peu de fraîcheur, les mots d'ordre ce sont détente, nature, grand air, et ça plaît de plus en plus. Ici on est aussi près du Jura, de ces grands lacs, etc. Et forcément les vacanciers ne s'y trompent pas, la Franche-Comté attire chaque année de plus en plus de touristes. Et les Français qui partent de moins en moins en vacances, qui restreignent même leur budget cet été, 53% en effet seulement ont l'intention de partir en vacances, soit 5 points de moins par rapport à l'an dernier. Leur budget baisse en moyenne de 14%. Reportage de Mathis Menu et Vincent Hénin. Ils sont en première ligne pour vous faire profiter de l'été. Les restaurants sont aussi les premiers impactés par une baisse de budget des vacanciers. À Bordeaux, cette restauratrice le constate tous les jours. Les Français dépensent moins pour leurs repas. Soit les personnes vont peut-être consommer quelques entrées à partager à plusieurs personnes, ou bien prendre entrée-plat, squeezer le dessert, de la même manière que le vin qui va être privilégié sur juste un verre, plutôt que se faire plaisir sur une bouteille ou des cocktails. Selon un sondage Elab pour BFM TV, les vacanciers ont l'intention de dépenser 1 428 € en moyenne cet été, soit 228 € de moins que l'an dernier. Cela représente une baisse de budget de 14%. Ce que je trouve intéressant, c'est quand on pose la question aux Français qui vont réduire leur budget. Et on leur demande, c'est quoi le poste que vous allez réduire en priorité? Ce qui apparaît en premier, c'est l'alimentation, la restauration. Et ça va avoir un effet, forcément, sur le chiffre d'affaires des restaurateurs, mais aussi des traiteurs, des boulangers-pâtissiers, des glaciers, de tout ce qui fait que on se lâche normalement un petit peu pendant les vacances. Autre enseignement de ce sondage, les Français sont moins nombreux à partir. 53% avaient l'intention de partir en vacances cet été, c'est 5 points de moins qu'en 2023. Près de 3 vacanciers sur 10 affirment avoir modifié leur plan en raison des Jeux Olympiques. On parle également des eaux de la Méditerranée qui sont anormalement chaudes en ce moment. Par exemple, près de 30 degrés relevés sur la côte est de la Corse. S'il s'agit d'une bonne nouvelle pour les baigneurs, cette augmentation de température est une menace pour les écosystèmes marins. Rachel Desmith. Plus la peine de se mouiller la nuque avant d'aller piquer une tête, car la mer Méditerranée s'est réchauffée. La température de l'eau atteint les 24 degrés sur cette plage. Elle est trop bonne et elle est chaude et c'est impeccable. En fait, elle est super chaude et même, ça rafraîchit pas trop, mais bon, personnellement, j'aime bien l'eau un peu chaude. Les épisodes caniculaires, mais surtout le réchauffement climatique ont fait grimper les températures. 29 degrés ont été enregistrés sur le littoral corse et jusqu'à 28 degrés au large des Alpes-Maritimes, soit 3 degrés de plus que les normales saisonnières. On a observé des records de température dans les précédentes années qui dépassaient les modèles météorologiques et climatiques, y compris des modèles qui étaient inscrits dans les rapports du GIEC. Et ce qui est préoccupant, c'est que cette année, on est en passe de dépasser le record qui avait déjà été dépassé plusieurs fois
en 2023. L'année dernière, à la même époque, la Méditerranée avait enregistré un record de température médiane à 28,71 degrés en surface. Une chaleur qui met en péril l'écosystème marin, mais pas seulement. Ça modifie deux choses fondamentales. La physique de l'océan, parce que la température conditionne la densité de l'eau, donc les grands courants, donc la climatisation de la planète. Et la deuxième chose, des raisons biologiques, parce que l'ensemble des organismes marins ont une phase qui se déroule dans ces eaux de surface, c'est la phase planctonique critique du développement embryonnaire, et que donc toutes les espèces marines sont concernées. Autre conséquence, les eaux chaudes favorisent la prolifération de nouvelles espèces invasives, comme ces algues toxiques japonaises, échouées au large des côtes marseillaises. Bonjour Loïc Spadafora, merci d'être avec nous en direct sur BFM TV. Vous êtes météorologue et directeur du média Info Occitanie. On bat des records pour la température de la Méditerranée en ce moment ? Oui, alors comme tous les étés, à cette période de l'année, effectivement, on bat parfois des records sur certaines journées. Mais la bonne nouvelle, c'est que la température de la mer Méditerranée va un peu baisser au cours des prochains jours parce qu'en réalité, l'eau, elle est très élevée en ce moment, en raison notamment de l'absence du Mistral et de la Tramontane qui habituellement souffle au moins plusieurs jours au mois de juillet. Et le Mistral et la Tramontane, en fait, ces vents de terre, ils ont tendance à évacuer l'air chaud, en fait, la température chaude en surface vers le large. Et l'absence de ces vents fait que la température de la mer Méditerranée est assez élevée en cette période de l'année. Mais ils sont de retour, Mistral et Tramontane, depuis hier. Ils soufflent aujourd'hui. Ils vont continuer de souffler lundi et mardi. Donc on devrait avoir quand même une baisse de quelques degrés de la mer Méditerranée au cours des prochains jours. Ce manque de vent, est-ce que c'est la conséquence du changement climatique ? Non, c'est qu'en fait, on est le début de l'été en réalité dans un flux de sud avec plutôt un air marin en vent de sud qui soufflait sur les côtes méditerranéennes, et le vent de sud donc a tendance à ramener les eaux chaudes en direction des plages, alors qu'à l'inverse le vent de nord, le Mistral que l'on connaît bien en Méditerranée, ou même la Tramontane, ces vents-là ils ont tendance à évacuer réellement, en fait à évaporer la chaleur qui est présente sur les côtes, et ça ça envoie la masse d'air chaud qui stagne au-dessus de la mer plutôt au large. Ça fait remonter les eaux froide sur le bord de mer, et donc on devrait avoir, je pense, une baisse là dans les prochaines heures de ces températures. Alors même si ça va baisser, cette Méditerranée en surchauffe, est-ce que c'est inquiétant ? Oui, c'est assez inquiétant. Quand même, depuis quelques années, on bat chaque année, comme vous l'avez dit, des records de quelques dizaines de 0,2 degrés, parfois de 1 degré. Et ça va continuer évidemment, puisque plus la température du monde se réchauffe, plus les eaux des mers et des océans seront chaudes, et y compris la Méditerranée. Et d'ailleurs, c'est l'une des raisons pour laquelle on a eu des orages localement violents hier dans le département du Gard, notamment avec de la grêle, de fortes rafales de vent. C'est dû à ce contraste de température entre de l'air très très chaud, très sec dans les terres, et la Méditerranée qui est chaude, et avec l'effet des reliefs évidemment où il y a beaucoup plus d'air froid en altitude. À 16h10 dans l'actualité, le réalisateur Christophe Ruggia sera jugé devant le tribunal correctionnel de Paris pour agression sexuelle sur mineurs. Ce sera les 9 et 10 décembre prochains. Cela fait suite à la plainte déposée par l'actrice Adèle Haenel en 2019. Le juge d'instruction a retenu 2 circonstances aggravantes, la minorité de l'actrice au moment des faits, ainsi que la position d'autorité du cinéaste. L'actualité internationale à présent, selon les gardiens de la révolution iranienne, le chef du Hamas, Ismail Haniyeh, a été tué, je cite, par un projectile de courte portée. Alors que Téhéran multiplie les menaces de représailles vis-à-vis d'Israël, Washington a annoncé hier renforcer son dispositif militaire dans la région du Proche-Orient. Raphaël Redon. Un signe ne trompe jamais dans l'urgence d'une situation géopolitique, voir les États-Unis faire évoluer leur position. Hier, la porte-parole du Pentagone confirme les craintes d'une escalade dans la région du Proche-Orient. Le ministre va procéder à de multiples déplacements de forces afin de renforcer la protection des forces américaines dans toute la région, d'apporter un soutien accru à la défense d'Israël et de veiller à ce que les États-Unis soient prêts à répondre à cette crise en constante évolution. Les États-Unis vont ainsi déployer davantage de navires de guerre et d'avions de combat pour protéger les troupes américaines sur place et soutenir la défense militaire de l'État hébreu. Jeudi, un entretien téléphonique entre Joe Biden et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a permis de rappeler les craintes et l'engagement de Washington.
Je suis très inquiet. J'ai eu une réunion très franche avec le Premier ministre. Vraiment franche. Nous avons les éléments de base pour un cessez-le-feu. Nous devrions le poursuivre et il devrait le poursuivre maintenant. C'est presque sûr, l'Iran va répliquer. En effet, la situation s'est tendue depuis l'assassinat mercredi dernier du chef politique du Hamas, Ismaël Haniyeh. Téhéran attribue cette attaque à Israël et met en garde tout le monde sur de possibles représailles, y compris à la télévision nationale. Dans les prochaines heures, le monde assistera à des scènes extraordinaires et à des développements très importants. La mort du dirigeant du Hamas au lendemain de celle du chef militaire du Hezbollah près de Beyrouth sont deux raisons de faire craindre une escalade majeure et un élargissement du conflit à des pays comme la Syrie, l'Irak ou le Yémen. Dans l'actualité également, Kamala Harris est officiellement la candidate démocrate pour la prochaine présidentielle aux États-Unis. On va retrouver notre correspondante Sonia Dridi à Washington. Couronnement éclair pour Kamala Harris qui affrontera donc Donald Trump. Oui, Kamala Harris s'est dite honorée après avoir été désignée candidate du Parti démocrate. Elle acceptera formellement l'investiture à la fin du mois d'août lors de la convention démocrate qui va se tenir à Chicago. Un peu plus tôt, elle a reçu une bonne nouvelle également puisque hier, sa campagne a annoncé qu'elle avait récolté 310 millions de dollars de fonds pour le mois de juillet. C'est 2 fois ce qu'a récolté la campagne de Donald Trump. Donald Trump qui a annoncé qu'il avait conclu un accord avec Fox News pour un débat le 4 septembre. C'est pas encore clair si Kamala Harris a accepté puisqu'à la base, il devait y avoir un débat le 10 septembre sur la chaîne ABC News. Mais l'équipe de campagne de Donald Trump a dit que c'était inapproprié parce que ce débat devait se dérouler avec Joe Biden à la base. Et donc désormais, l'équipe de campagne de Donald Trump tente de rediriger le débat sur une chaîne qui serait plus favorable à Donald Trump, une chaîne conservatrice comme Fox News. On parle à présent des Jeux Olympiques avec 2 nouvelles médailles pour l'équipe de France aujourd'hui. La dernière en bronze avec Lisa Barbelin au tir à l'arc. C'est historique, une médaille en tir à l'arc pour l'équipe de France et un peu plus tôt l'argent au tir au pistolet à 25 mètres pour Camille Jedrzejewski. On en est à 38 médailles. La France qui est 3e au tableau des médailles. En revanche, déception il y a quelques instants en escrime. Les sabreuses françaises ont été battues en demi-finale par la Corée du Sud et notamment emmenées par Manon Apiti-Brunet et Sarah Balzer qui avaient été médailles d'or et d'argent en individuel. Elles affronteront le Japon donc pour le match pour le bronze. Il y a eu aussi, il y a quelques minutes, au Club France, la fête pour les champions de BMX. On le rappelle, le triplé, médaille d'or, médaille d'argent, médaille de bronze. Regardez, on voit les images. Voilà, grosse fête au Club des France. Des champions qui sont venus donc ici au Club France tout à l'heure pour BFM TV. Ces images d'Antoine Forestier, notamment, qui est sur place. On le rejoindra un peu plus tard pour continuer de vivre cette ambiance folle au Club France. Ambiance folle également sur les Champs-Élysées, puisqu'on va retrouver Anne-Sophie Varmont, qui est sur la plus belle avenue de France, qui rassemble énormément de supporters de ces Jeux Olympiques et notamment des collectionneurs d'articles liés aux Jeux, avec cette boutique, l'une des boutiques officielles qui fait le plein aujourd'hui encore. Oui, tout à fait. Cette boutique, elle est pleine de 9h à 23h pour vous donner les horaires. Il y en a 9 à Paris et à chaque fois, toutes, elles sont pleines. Mais celle des Champs-Élysées, elle est particulièrement prise d'assaut parce qu'évidemment, quand vous venez à Paris, vous faites un petit tour sur les Champs-Élysées. Alors, je ne peux pas vous montrer la queue parce que là, on est à l'arrière de la boutique. C'est là d'où sortent les gens qui ont acheté plein de goodies. Mais vraiment, il faut vous dire qu'il y a à peu près 200 mètres de queue. Mais ça va quand même assez vite. C'est 30-45 minutes d'attente. Alors là, je suis quand même avec quelqu'un qui a acheté beaucoup de choses. Alors, expliquez-nous, vous venez de Toulouse, qu'est-ce que vous avez acheté? Alors déjà, j'ai voulu acheter la mascotte parce que c'est quand même la mascotte des Jeux et c'est la première fois que c'est à Paris, du moins pour nous. J'ai aussi acheté un t-shirt. Désolé, je vous fais tout déballer. Non, mais c'est pas grave. Une veste de l'équipe de France, le Coq Sportif. Désolé pour la marque. Et alors après, il y a aussi des portes, les pins. Pour mes petites nièces parce qu'elles ne peuvent pas venir à Paris. Donc, et alors tout ça, vous en avez eu pour combien? 240 €. Est-ce que vous aviez prévu de mettre autant? Non,
100 € à tout casser, mais pas autant. C'est la boutique qui donne envie d'acheter. Oui, j'allais vous dire, qu'est-ce qui s'est passé une fois dedans? Il y a beaucoup trop de choix, surtout ces boutiques des Champs-Élysées. Il y a plusieurs boutiques qui sont plus petites dans Paris, mais celle-là, elle est vraiment énorme et il y a vraiment quasiment tous les produits qu'on trouve sur Internet. Du coup, c'est mieux de les avoir ici, de pouvoir les essayer, les voir, les toucher. Est-ce que vous êtes aussi allé voir des épreuves ou est-ce que vous êtes dans les fan zones pour regarder? Non, je viens d'arriver hier et je fais juste mon tour aujourd'hui et je vais essayer de passer voir les fan zones maintenant que j'ai mon équipement pour pouvoir supporter les Français. Ah bah oui, parce que ça y est, maintenant vous êtes prêts, vous avez le t-shirt, vous êtes prêts pour aller dans les fan zones. Tout à fait, je suis très très prêt et aller la France, surtout que là on est en train de battre les records de médailles. J'ai pas encore vu ce qu'on a fait aujourd'hui, surtout à l'escrime vu qu'on est à côté du Grand Palais. Et j'espère que les escrimeuses vont gagner et nous rapporter une médaille en plus. Est-ce que vous avez été dans la ferveur des JO dès le début ou est-ce que ça arrivait progressivement? Dès le début, les retransmissions sur France Télévisions nous permettent de vraiment être dedans. En plus, il y en a de 6h du matin à 22h. C'est les horaires français, c'est pas les horaires étrangers comme on peut avoir à Pékin où c'est de nuit, où on peut pas franchement être présent. Et du coup, dès le début, et du coup, je passe à Paris pour voir ma tante. Du coup, j'en ai profité de suite pour accourir voir ce qui se passe au niveau des Jeux Olympiques. Merci beaucoup pour votre témoignage. Et puis donc, on va vous laisser rejoindre la fan zone avec tous les goodies, car vous l'avez compris, eh bien, il est prêt, il peut y aller, il peut soutenir les Français. Alors, vous avez vu aussi beaucoup de personnes qui sortaient de cette boutique en même temps parce qu'on vous l'a dit, ça n'arrête pas. Une fois dedans, il faut savoir, et ce que nous disaient toutes les personnes, que vous êtes un petit peu à la queue leu-leu les uns derrière les autres parce qu'il y a beaucoup de monde. Et je vous rappelle, si vous voulez venir faire un tour, c'est tous les jours ouvert de 9h à 23h. Merci beaucoup Anne-Sophie Varmont avec Juliane Roland. C'est un bon client, le monsieur qui était avec vous là. Alors l'ambiance à Paris en ce moment, il faut dire que c'est du jamais vu. Effectivement, on n'a jamais vu un état d'esprit pareil, des gens heureux, de la joie, cette fierté d'être français, cette insouciance. Et certains Parisiens qui ont voulu fuir ces Jeux à tout prix le regrettent aujourd'hui. Raphaël Redon. La côte atlantique ressemble cet été au refuge des Parisiens. S'offrir la mer et surtout éviter les encombrants Jeux Olympiques, idylliques sur le papier. Mais en réalité, certains regrettent déjà. C'est le cas de Léna, dont les bureaux du 10e arrondissement ont fermé et qui a préféré revenir dans sa famille à Pornichet. Moi, je suis avec mes parents ici, mais je pourrais être avec une vingtaine de copains à crier derrière l'écran pour pousser Léon Marchand à avoir une nouvelle médaille, en fait. J'aurais bien même été voir des matchs ou des combats dans un bar. C'est aussi cela, la réussite olympique, faire regretter la magie des Jeux à ceux qui en avaient peur. À Deauville, où de nombreux Parisiens possèdent des résidences secondaires, le calme tranche un peu trop avec la folie parisienne. C'est vrai que ce côté, on va dire, festif de la chose est exceptionnel. Ça aurait été effectivement pas mal de le vivre. Oh, surtout pour l'ambiance, je crois. L'ambiance, elle doit être géniale. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne capte pas trop à la télé. Enfin, le fait d'y être soi, c'est complètement différent. Claudie a été convaincue, elle sera de retour à Paris dans les prochains jours. Certains écourtent les vacances, d'autres optent à nouveau pour le présentiel, comme dans l'entreprise de communication de Mathieu Elkeim. On voit quelques personnes qui avaient privilégié le télétravail, qui reviennent un peu et qui prennent plaisir à revenir un peu plus qu'ils ne l'avaient prévu. Pour rappel, en mars dernier, près d'un Parisien sur deux disait vouloir quitter Paris pendant les Jeux. Allez, tout de suite, on vous emmène en Italie. Vous allez voir sur la voie de l'amour. Rien que ça, c'est l'une des plus belles balades au monde et qui offre une vue imprenable sur ce fameux village, le village des Cinque Terre, Cinque Terre, comme on dit en Italie. Magnifique accent, Fanny. Après 12 ans de travaux, le sentier rouvre au public vendredi prochain. Reportage d'Eléa Morel. C'est l'un des joyaux italiens qui retrouve son éclat. Le sentier de l'amour sera de nouveau accessible aux touristes vendredi prochain, après 12 ans de travaux. Le chemin, devenu impraticable après un glissement de terrain, est désormais équipé d'un système permettant de détecter les mouvements de la roche. Bien que nous ayons déjà sécurisé le flanc de la colline, la mer exerce également des forces qui peuvent affecter le chemin. Il y a donc encore des travaux en cours. L'investissement total est de près de 24 millions d'euros. 24 millions d'euros pour 1 kilomètre de sentier. L'investissement pourrait pourtant être rentabilisé car les touristes devront payer pour y accéder. 7,50 € par personne, avec un maximum de 400 visiteurs par heure. Un moyen de lutter contre le surtourisme.
L'objectif est de gérer les flux touristiques et non de réduire le nombre de touristes, car nous devons trouver un équilibre entre le tourisme, le territoire et l'agriculture. Nous ne sommes pas opposés au tourisme, mais nous avons compris qu'il fallait le gérer. En 2016, les 5 terres ont abandonné l'idée d'imposer des quotas de visiteurs. L'année dernière, la région a accueilli près de 4 millions de touristes. Et tout de suite, votre rendez-vous, c'est vos vacances. Vivez de bons moments devant votre programme avec le Parc Saint-Paul, le parc d'attractions pour toute la famille. C'est vos vacances avec nos matchs de l'été et nos reporters Antoine Corvert et Laura Baquet qui testent les meilleures activités de l'été. Et aujourd'hui, direction le sud-ouest avec, attention, surf, petite démonstration, ou alors parc aquatique. Qui va gagner? À vous de juger. Aujourd'hui, je vous propose de glisser sur les vagues. Et moi, je vous propose un parcours d'obstacles géant. Alors, parc aquatique ou surf. C'est vous qui choisirez. Avant d'aller dans l'eau, il faut déjà apprendre à se lever sur sa planche. On appelle ça un take-off. Christophe, c'est bon comme ça? Avance un petit peu les appuis. Maintenant, on passe à l'échauffement peut-être, non? Allez, on y va. Des petits squats? Moi aussi, je m'échauffe, Laura. Bon, quel est le conseil pour réussir ce parcours? De rester stable et surtout, il faut jamais s'arrêter. Stable et je m'arrête jamais. Allez, c'est parti, on y va. Ok. Le tout, c'est d'y aller, franchement, de jamais réfléchir. Antoine, le surf, c'est aussi une histoire de timing. Savoir prendre la vague au bon moment. Et ben là, tu vois, c'est ce que j'ai pas fait. C'est une question d'équilibre, mais bon, je t'apprendrai. Il va où? Tu vas où, Antoine? Eh oui. Comment je fais comment, là, par exemple? Il est pas doué. Laura, va un peu plus loin. Tu mets le pied avant bien droit. Parfait. Je l'ai fait. Je l'ai fait. Champion. Bon, la rapidité, c'est pas ton truc, mais c'était cool. Ok, bon, j'étais un petit peu fier de moi, ça me fait plaisir. Oui, oui, oui. Bon, alors, parc aquatique ou surf, à vous de choisir. Vivez de bons moments devant votre programme avec le Parc Saint-Paul, le parc d'attractions pour toute la famille. La météo tout de suite. On rappelle 6 départements en alerte orange canicule. Ça va venir. Rejoindre le mouvement de la rénovation énergétique. La météo avec Groupe Verlaine. Pour devenir franchisé dans les énergies renouvelables. Groupe Verlaine. Votre météo avec Coltou de Cyanolite. La colle pour tous vos projets de bricolage. Coltou. Coltou dans tous les cas. Retrouvez la météo avec les traditionnelles crèmes dessert Malo, sans additifs ni conservateurs. Un pur moment de plaisir pour toute la famille depuis 1948. Retrouvez la météo avec Habitat et Jardin.com, spécialiste de la maison, du jardin et de la piscine depuis 24 ans. Habitat et Jardin.com. Vos prévisions pour ces prochaines heures, nous avons une dégradation qui est entrée ce samedi par les côtes de la Manche, des nuages, quelques pluies. On va retrouver les traces de cette dégradation ce dimanche matin sur le sud de la Bretagne, l'Île-de-France, en remontant près des frontières du Nord. Alors, comme les pressions seront élevées, elle n'aura que peu d'activité, essentiellement des nuages, quelques gouttes quand même ici ou là. À l'arrière, le retour de belles éclaircies près des côtes de la Manche, entrecoupées de quelques passages nuageux. Des nuages qui seront plus nombreux à l'avant de la dégradation, de la côte aquitaine, jusque sur le sud de l'Île-de-France, le sud de l'Alsace, partout ailleurs, du grand et beau soleil. Dans l'après-midi, l'amélioration se confirme. Du soleil très généreux sur le sud-ouest, pas l'ombre d'un nuage. Dans le même temps, à l'opposé, pas mal de nuages, en tout cas un voile nuageux assez dense sur l'extrême nord. Et puis, entre ces deux zones, on aura de plus ou moins belles éclaircies. Toujours les quelques traces de la dégradation quand même ici sur ces régions centrales, sur la moitié nord. Mais quand même une belle amélioration par rapport au matin. Juste quelques ondées. Et puis à signaler aussi quelques averses orageuses sur le relief corse ainsi que sur les Alpes du Sud. Vos températures encore très élevées sur le littoral méditerranéen. 24 degrés
entre Marseille et Nice, 23 en Corse, 18 à Paris dans le même temps. Il fera 11 degrés seulement à Brest et Cherbourg. Et dans l'après-midi, des valeurs toujours très élevées près de la Méditerranée, 35 sous abri à Perpignan, 34 à Marseille. Il fera 30 à Toulouse, à Lyon, à Grenoble, 26 à Paris, ce sera parfait. Et à peine 21 degrés, ce sera pour Brest. Le reste, la semaine prochaine, en tout cas du plein soleil. Lundi, juste petit bémol sur la pointe bretonne, une petite dégradation, quelques ondées, des averses orageuses sur les Pyrénées. Des averses aussi sur les Alpes du Sud et sur la Corse. Les températures seront parfaites. Mardi, on a une dégradation qui réussit à rentrer quand même sur la pointe bretonne, la pointe du Cotentin, à l'avant un voile nuageux. Et puis quelques coups de tonnerre possibles, toujours sur les reliefs, avec des températures inchangées par rapport à la veille. Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, le climat de confiance. C'était votre météo avec Coltou de Cyanolite. La colle pour tous vos projets de bricolage. Coltou. Coltou dans tous les cas. C'était la météo avec les traditionnelles crèmes dessert Malo, sans additifs ni conservateurs. Un pur moment de plaisir pour toute la famille depuis 1948. C'était la météo avec Habitat et Jardin.com, spécialiste de la maison, du jardin et de la piscine depuis 24 ans. Habitat et Jardin.com. 16h30 sur BFM TV. Bienvenue si vous nous rejoignez à la une de l'après-midi info aujourd'hui. Départ en vacances pour les Haussiens, mais la fréquentation et le budget ne sont pas au rendez-vous pour ces vacances. Plus de la moitié des Français ont préféré rester chez eux. En revanche, pour les quelques 13 000 jeunes bénéficiaires du Pass Colo, ce sont des vacances largement appréciées. Illustration dans un instant. 6 départements du sud-est sont toujours en vigilance orange canicule et le risque de feu de forêt reste encore élevé ce samedi, notamment dans l'Hérault, les Pyrénées-Orientales, les Bouches-du-Rhône et le Var. Dans l'Hérault, 38 hectares ont brûlé dans un incendie. Plusieurs massifs sont interdits d'accès aujourd'hui. Nous irons au Royaume-Uni où 3 policiers ont été blessés et 8 personnes arrêtées hier après des émeutes à Sunderland. Illustration de la tension qui couve dans le pays depuis l'assassinat en début de semaine de 3 fillettes à Southport. Nous retrouverons Laura Calmus outre-Manche. Et puis les JO, 38 médailles pour l'équipe de France. La dernière est en bronze. Elle nous vient du tir à l'arc avec Lisa Barbelin. Un peu plus tôt, Camille Jedrzejewski a décroché l'argent au pistolet à 25 mètres. En escrime, les sabreuses ont été battues en demi-finale par la Corée du Sud. Et dans un instant, nous serons au Club France avec Antoine Forestier aux côtés de 2 médaillés. Mais tout d'abord, ce gros week-end de vacances estivales pour les Haussiens, avec pour certains des départs vers l'ouest, où la météo n'a pas franchement été au rendez-vous dernièrement. Edgar Becquet, vous êtes à Honfleur, en Normandie, pour BFM TV. Un mois de juillet plutôt morose, aussi bien pour la météo que pour les réservations. Est-ce que ça s'annonce sous de meilleurs augures pour le mois d'août ? Ça s'annonce bien mieux pour le mois d'août, en effet. Avec Léa Caboche, on est depuis la pause déjeuner ici du côté de Honfleur en Normandie. Et on a vu beaucoup de monde à la fois dans le centre-ville de Honfleur, à la fois sur le port. On a vu des terrasses bondées avec beaucoup de touristes ici à Honfleur. Mais ça n'a pas été vraiment le cas le mois dernier. Au mois de juillet, ça a été très calme ici du côté de Honfleur en Normandie. On se trouve d'ailleurs dans un hôtel près du port de Honfleur. On est avec Sandra, vous êtes la responsable de cet hôtel et vous me disiez justement qu'il y a eu une baisse des réservations en juillet par rapport à l'an dernier, c'est bien ça ? Oui, en effet, il y a eu vraiment une chute de fréquentation. Alors, d'un côté des Américains qui effectivement sont venus quand même pour le D-Day et puis ensuite plus rien. Donc ça a été assez étonnant. Et ensuite, beaucoup de last minute et du coup des séjours moyens. Est-ce que vous savez à quoi c'est dû ? Comment on peut expliquer justement cette baisse de fréquentation ici ? Alors c'est très facile, effectivement. Nous sommes touchés par le temps systématiquement, comme beaucoup de régions, j'imagine. D'autant plus que le last minute, les Parisiens effectivement voient le temps, donc tout de suite s'atténue. Nous avons 15 jours de mauvais temps. L'année dernière également, ça n'engendre pas effectivement une envie de venir voir la Normandie dans ces moments-là. Bon, aujourd'hui, il fait pas très très beau non plus, mais on voit qu'il y a plus de monde dans les rues qu'il y a encore quelques jours, qu'il y a encore quelques semaines. Vous, comment vous l'envisagez ce mois d'août ? Alors déjà mieux, effectivement, avec une fréquentation plus intéressante, des prises sur le planning déjà qui sont les dates prises. Ensuite, on sait toujours qu'il y a une part d'incertitude qui généralement à la dernière minute se termine bien. Donc les gens sont là, les clients sont contents et c'est vrai qu'on a une joie de vivre ici de toute façon à Honfleur.
naturel. Exactement. En Normandie, il y a une joie de vivre, je vous le confirme. Merci beaucoup Sandra, en tout cas, pour vos réponses. Voilà, je vous le disais, le temps n'est pas terrible aujourd'hui, mais il y a du monde et de toute façon, le mois d'août sera bien meilleur que le mois de juillet. Je vais vous donner quelques chiffres. On a appris tout à l'heure que le mois de juillet, au niveau des réservations ici en Normandie par rapport à l'an dernier, au niveau des réservations d'hébergement, il y avait eu une baisse de 15% par rapport à juillet dernier. Cela concerne les hôtels, les campings et les villages de vacances. Merci beaucoup Edgar Becquet avec Léa Caboche. Vous avez raison Edgar, il y a une joie de vivre en Normandie. Eux n'auraient annulé leurs vacances pour rien au monde. Quelques 13 100 jeunes de 11 ans issus de familles modestes ont profité de la première édition du Pass Colo. C'est une aide de 200 à 350 € pour partir en colonie de vacances. Oui, pourtant ce dispositif du gouvernement est un peu passé inaperçu. Seuls 2% des familles éligibles y ont souscrit. Ceux qui n'entachent pas, vous allez voir la joie de leurs enfants. Maxime Meunier, Pierre-Olivier, on entend. Vous mettez le maillot, vous prenez la serviette, une gourde et une casquette. C'est bon? Allez, on y va. Cet après-midi, c'est activité canoë pour les jeunes de cette colonie de vacances. Pendant une semaine, ils profitent des installations de ce centre de loisirs et une partie d'entre eux bénéficient du Pass Colo. Mis en place par l'État pour la première fois cette année, ce dispositif vise les enfants les moins favorisés pour leur permettre de partir en vacances. Après les réunions qu'on a pu avoir avec les parents, ils nous remercient même avant qu'ils partent parce qu'ils nous disent on a nos enfants, ils sont en bas, alors soit en bas des immeubles ou même s'ils sont dans des résidences, ils partent pas. Là, ça leur permet au moins de partir 7 jours, vivre autre chose avec d'autres enfants. Timothée vient pour la première fois dans cette colonie. Il teste chaque jour de nouvelles activités, il s'est fait des amis, il est conquis. Que ce soit avec mes amis, les activités que j'ai fait. Les moments passés ensemble, oui, des souvenirs, oui, ça y en a. Dans l'an prochain peut-être. Sûrement. Pour les animateurs, c'est également l'occasion de profiter et de partager le bonheur de ces enfants qui, pour certains, partent pour la première fois en vacances. Ils sont hyper heureux, vu qu'il y en a qui n'ont pas trop la chance d'avoir des bonnes vacances. Là, ils sont vraiment épanouis de faire des bonnes activités dans l'eau et tout. Le Pass Colo a ainsi permis dans ce centre de vacances d'accueillir 48 enfants issus des quartiers prioritaires. Et tout de suite, le point sur la circulation. Regardez votre programme avec Coyote pour éviter les amendes et rouler à la bonne vitesse. Coyote, faire la route ensemble. Retrouvez votre programme avec assurepeople.com. Assurance auto pour jeunes, résiliés, sinistrés, malucés. Et sur la route, c'est chargé dans ce week-end de chassés-croisés. Bison futé qui voit noir, vous le voyez sur tout le territoire, dans le sens des départs. Pour les retours, c'est orange partout, sauf en Ile-de-France et dans le sud-est où c'est rouge. Il y avait plus de 1000 km de bouchons à la mi-journée. On va voir aussi sur des webcams en direct, regardez ce que ça donne, avec notamment le péage de Clermont-Gerzat sur la 71 et le péage de Beuzeville sur la 13 où c'est particulièrement compliqué. C'est ralenti aussi au péage de Villefranche-Limace sur la 6. Soyez prudents. Des pauses toutes les 2 heures, bien évidemment, dans ces conditions. On garde des bons réflexes. Et preuve que les routes sont chargées aujourd'hui. Bison futé a relevé un pic d'embouteillage à 1096 km. C'était à la mi-journée. Alors, entre alimentation, activité, comment faites-vous pour passer le temps pendant vos pauses sur les fameuses aires d'autoroute? Damien Charton et Louis Léger sont allés à la rencontre des automobilistes. Le récit d'Osema Kemissi. Au péage de Vienne, la circulation est très difficile depuis ce matin. Plus de 100 km de bouchons ont été constatés sur l'autoroute A7. L'occasion pour ces vacanciers de prendre une pause après un trajet de plusieurs heures. On prévoit tout, le petit-déj, voilà, pour pas perdre de temps sur les aires de repos, le pique-nique, et puis voilà, puis ça roule. Là, il nous reste 3 heures, 3-4 heures, je crois. Donc là, après, avec les bouchons là, il y a une bonne heure de bouchons, je pense. On est passé, ça allait bien. Et puis là, là, quand on est arrivé ici, là, on s'est garé parce que là, c'est bouché. Alors, quitte pour faire la pause aux gamins, là, les enfants, on va faire la pause là tout de suite. En ce week-end de chassés-croisés, ce samedi est classé noir au niveau national dans le sens des départs. Pour les retours, la circulation est aussi difficile. Selon Bison futé, elle ne devrait pas s'améliorer dans la journée. Malgré cela, les automobilistes gardent le sourire. Nous, on n'est pas pressés, on a le temps sur la route des vacances. Et on n'est pas celui qui va arriver le plus vite ou en premier. Et quand le trajet dure, les passagers ont leur méthode pour passer le temps. Le doudou, les jeux et les jouets. Le téléphone, principalement, la radio. Et puis, on fait des pauses pour faire passer le temps aussi
Les conditions de circulation devraient s'améliorer ce dimanche, mais resteront compliquées, notamment en Île-de-France. Vous avez regardé votre programme avec Coyote pour éviter les amendes et rouler à la bonne vitesse. Coyote, faire la route ensemble. C'était votre programme avec AssurePeople.com. Assurance auto pour jeunes, résiliés, sinistrés, malucés. Dans l'actualité également, il y a ces vigilances météo qui persistent dans quelques départements. On en parle avec Sandra Larue, notre spécialiste météo. Sandra, il y a aussi un département concerné par une vigilance orange crue, c'est la Seine-et-Marne. Oui, la Seine-et-Marne qui est toujours placée en vigilance orange actuellement. Donc la décrue est quand même en cours, on a atteint le pic, mais localement, on a encore par endroits donc l'onde de crue qui se propage. Donc ça devrait quand même se stabiliser, d'autant qu'on n'attend pas de pluie dans le courant des prochaines heures sur cette zone. Alors Sandra, il fait aussi toujours très chaud autour de la Méditerranée. Quelques départements sont toujours concernés par une vigilance. Oui, 6 au total. On a la Corse, on a également le Var, les Bouches-du-Rhône, le Gard et l'Hérault. On a encore aujourd'hui des températures extrêmement élevées. On relevait tout à l'heure 35, 36 degrés la plupart du temps sur l'ensemble de ces départements, ou en tout cas localement sur ces départements. Donc encore un mercure qui grimpe très haut. Cela dit, on a, vous le voyez, une dégradation qui est arrivée par les côtes de la Manche. Donc c'est de l'air un petit peu plus océanique qui arrive. Et donc la canicule recule vraiment sur ces régions méditerranéennes. Et a priori, donc on va conserver encore cette vigilance orange. Le Var pourrait sortir aux alentours de 22h, ce sera vraiment à vérifier. Les autres départements, demain matin, à partir de 6h, à confirmer là aussi avec évidemment Météo France. Cet après-midi, donc, je vous parlais des températures qui restent les plus chaudes, vraiment concentrées sur le pourtour méditerranéen. Demain matin, donc, vous le voyez, encore visiblement une nuit qui risque d'être inconfortable. On a encore des valeurs très élevées, notamment près de la Méditerranée toujours, 24 pour Marseille, 24 à Nice également. Et puis, demain après-midi, les températures restent élevées. On verra si les départements sont sortis de la vigilance. C'est pas parce que les départements vont sortir de la vigilance que tout de suite, c'est de l'air très frais qui va arriver, bien au contraire. Après cette journée de dimanche, on pourrait avoir un début de semaine à nouveau chaud, mais on a une dégradation qui va arriver par l'ouest et qui pourrait faire baisser ensuite les températures dans le milieu de la semaine prochaine. Merci beaucoup Sandra. La chaleur qui est l'un des ingrédients favorisant les incendies de forêt avec la sécheresse et le vent. C'était le cas hier après-midi dans l'Hérault, près de Montpellier. 38 hectares de végétation qui sont partis en fumée. À Fabrègues, incendie fixé en début de soirée grâce à d'importants moyens. 290 pompiers et 4 Canadair ont été mobilisés. Et on en parle avec Sébastien Paletti, colonel. Bonjour, porte-parole de la sécurité civile. On le rappelait, chaleur, sécheresse, vent, c'est un peu le cocktail auquel il faut faire attention chaque été. Quelles sont les conditions actuellement ? Bonjour, donc les conditions météorologiques dans le sud, comme vous l'avez précisé, engendrent une augmentation significative du risque incendie. Une quinzaine de massifs forestiers sont aujourd'hui placés en risque très sévère, qui est l'avant-dernier risque d'évaluation du risque de forêt en lien avec Météo France. Et dans ce cadre-là, plusieurs points sont à rappeler, à préciser. Premièrement, 9 feux sur 10 sont d'origine humaine, donc on ne peut rappeler aux citoyens les bons comportements face à ce risque, éviter de jeter des mégots lorsqu'on se déplace, en particulier en période de transhumance liée aux vacances, éviter l'allumage des feux dans la forêt, pas de barbecue, pas de travaux, et tous ces éléments-là vont permettre d'éviter les départs de feu. Et le deuxième point est la mobilisation importante et totale des forces de la sécurité civile dans le cadre de la stratégie nationale de lutte. 5 colonnes de renfort feux de forêt sont mobilisées dans les régions du sud, donc environ 350 volontaires qui viennent en renfort des moyens locaux qui sont eux aussi renforcés et mobilisés au plus près des risques feux de forêt. Les moyens aériens sont également mobilisés puisque aujourd'hui 3 avions bombardiers d'eau de type Dash seront en permanence en vol de façon à pouvoir attaquer les départs de feu dès leur origine et au plus tard dans les 10 minutes après le départ de feu. Donc vigilance maximale du côté de la sécurité civile. Comment est-ce que vous surveillez ce qu'il se passe et les départs éventuels de ces feux de forêt ? Alors la surveillance et la réponse au départ des feux de forêt est assumée
par les sapeurs-pompiers territoriaux, par divers dispositifs en lien avec les organisations, avec les partenaires de la lutte contre les feux de forêt. Et ensuite, la stratégie de lutte s'appuie sur 2 éléments. Le premier élément, attaquer le plus tôt possible tout départ de feu par une complémentarité entre les moyens terrestres et les moyens aériens qui sont en vol sur les secteurs les plus à risque. Et puis ensuite, comme ça a été le cas hier et les jours précédents dans l'Hérault, engager massivement des moyens terrestres et des moyens aériens. C'est l'objet des colonnes de renfort qui sont propositionnées et c'est l'objet du renforcement avec les moyens aériens pour faire en sorte que le feu ne se propage pas et soit très rapidement fixé. Merci beaucoup pour toutes ces précisions et ces conseils, colonel Sébastien Paletti, porte-parole de la sécurité civile. Dans l'actualité également, on vous parle de ce rassemblement statique qui a lieu à Paris cet après-midi, place de la Nation, en soutien à Paul Watson, le fondateur de l'ONG Sea Shepherd, qui a été arrêté par les autorités danoises et le Japon réclame son extradition. Plus d'une centaine de personnes sont présentes sur place à Paris. Les détails de Nicolas Coadou sur place. Une grosse centaine de personnes se sont réunies ici, place de la Nation, pour demander la libération immédiate de Paul Watson. Paul Watson, 73 ans, le fondateur de l'ONG Sea Shepherd, grand défenseur des océans et opposant à la chasse à la baleine. Il a été arrêté le 21 juillet dernier au Groenland sous protectorat danois, sous la demande des autorités japonaises qui ont émis un mandat d'arrêt, une notice rouge Interpol contre Paul Watson. Désormais, il est retenu dans une prison danoise en attente d'une éventuelle extradition demandée par le Japon où il encourt 15 ans de prison. Ce que lui reprochent les autorités japonaises, c'est ses actions militantes contre la chasse à la baleine et notamment d'avoir endommagé un baleinier japonais en 2010. De leur côté, les militants Sea Shepherd expliquent, revendiquent que Paul Watson a sauvé près de 5000 cétacés, plus leur descendance, et insistent sur le fait qu'il n'a jamais blessé personne lors de ses interventions. À l'étranger, aux États-Unis, Kamala Harris est désormais assurée d'être la candidate du camp démocrate à l'élection présidentielle de novembre. L'actuelle vice-présidente a recueilli les votes en ligne de plus de la moitié des délégués du parti, bien avant la clôture du vote lundi. Ouais, c'est dans ce contexte que son rival républicain Donald Trump a annoncé le débat entre eux deux. Ce sera le 4 septembre prochain, une proposition de la chaîne de télé Fox News. L'équipe de campagne de Kamala Harris accuse Trump de jouer, je cite, autour de la date de leur débat. On part également au Royaume-Uni où 3 policiers ont été blessés et 8 personnes arrêtées après des émeutes à Sunderland. Illustration de la tension qui couve dans le pays depuis l'assassinat de 3 fillettes en début de semaine à Southport. Laura Calmus est notre correspondante au Royaume-Uni. Comment se sont déroulées ces dernières heures? Écoutez ces précisions. Eh bien, c'est surtout ces manifestations ces violences qui ont choqué hier soir, avec ce matin un élan de solidarité de la part des habitants de Sunderland qui sont venus pour nettoyer les dégâts. Car hier soir, eh bien, ces centaines de manifestants qui étaient masqués s'en sont pris aux forces de l'ordre, avec des magasins qui ont été pillés, le commissariat et la mosquée de la ville a été pris pour cible et une voiture a été incendiée. Alors, ces violences sont imputées à l'extrême droite et sont liées à l'attaque au couteau de Southport qui a fait 3 morts, 3 fillettes qui sont décédées après cette attaque au couteau, et à cause des informations souvent fausses qui ont circulé sur les réseaux sociaux par rapport au suspect. On dit qu'il est demandeur d'asile, qu'il est musulman, qu'il est arrivé en Angleterre il y a à peine 1 an. Toutes ces informations ont été fausses, ont été d'ailleurs démenties par les autorités qui ont été forcées, même s'il est mineur, de donner son identité. Mais le mal est fait, c'était déjà trop tard, et donc ces manifestations se multiplient. Les autorités estiment que près de 30 manifestations pourrait aussi avoir lieu aujourd'hui. Les Jeux Olympiques et les performances de nos athlètes français, 2 nouvelles médailles aujourd'hui, on en est à 38, on va y revenir dans un instant. Mais d'abord, on va filer au Club France pour rejoindre Antoine Forestier au Parc de la Villette. Et justement, Antoine, vous êtes avec 2 médaillés, Charline Picon, Sarah Steyart, qui ont été médaillées de bronze en voile. Oui, elles sont arrivées fraîchement de Marseille ce matin pour profiter du Club France ici et célébrer leur médaille. Vous allez voir d'ailleurs les images de cette célébration qui ont eu lieu il y a une petite heure désormais. Merci à toutes les deux d'être en direct avec nous. Qu'est-ce que ça vous a fait de célébrer ici avec le public, loin de Marseille, où vous avez gagné cette médaille de bronze? Ça fait du bien de venir à Paris et sentir l'ambiance ici. C'est vrai qu'à Marseille, il y a une ambiance de dingue depuis le début de nos Jeux Olympiques. Mais Paris, c'est encore différent. Cette médaille de bronze, elle était
inattendue, elle était prévue, vous espériez mieux, comment vous la vivez ? Alors nous on y croyait, je pense peu de personnes y croyaient. C'est sûr que le projet était assez fou depuis le début, entre un retour de 5 ans d'arrêt pour Sarah et moi qui connaissais pas cette discipline. Mais ouais, non, je pense qu'on y a cru, mais on a déjoué les pronostics surtout. Apparemment, vous faites des rêves prémonitoires, racontez-nous. Ouais, c'était arrivé pour Rio, et puis là, c'est vrai que le matin du premier jour, parce que notre compète dure sur 5 jours, et je suis arrivée au petit déjeuner en disant à Sarah, on va être bronzé. Elle m'a dit, quoi ? Et en fait, je dis non, j'ai rêvé qu'on allait être bronzé. Et elle me dit, ah ouais. Et après, ça peut peut-être raconter sur la medal race ce qui s'est passé pour elle. Quand elle vous dit vous êtes bronzé, vous allez être bronzé, vous y croyez pas ? Qu'est-ce que vous dites ? Non, mais en fait, le premier matin des Jeux Olympiques, c'est vrai, comme ça dure 5 jours, je pense à la médaille, mais c'est pas ce qui me vient comme ça au matin. Donc voilà, j'avais pas compris. Mais j'ai bien compris son intention. Je me suis raccrochée à ça parce que dans sa vie, elle a souvent des rêves prémonitoires. Et c'est vrai que le scénario de la medal race, il était incroyable. Et pendant la medal race, je me dis, mais non, mais elle a trop raison, on va finir bronzé. Et la deuxième très belle anecdote, alors je suis désolé parce que vous l'avez déjà beaucoup raconté, mais il faut la raconter encore une fois. C'est la fin de la course, d'arrivée, vous avez vos 2 compagnons respectifs en face de vous. Oui. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh ben, il nous demande en mariage. Alors moi, il fallait que j'ai l'or ou l'argent pour qu'il me fasse sa demande. Donc j'ai dit à Charline à la fin de la course, bon bah voilà, il va pas m'épouser quoi. Et puis en fait, voilà, ils se prennent les deux garçons en même temps et ils se mettent à genoux devant nous et on dit oui. Vous avez dit oui. Vous aussi. On a dit oui, bien sûr. Ça va s'organiser comment ? Vous allez faire le mariage en même temps ? Comment vous voyez les choses ? Non, c'est pas le plan, non. Moi, je pars pendant 1 an en tour du monde en bateau et le plan, c'est plutôt vers Tahiti. Pas mal. Comment vous allez vivre la fin de ces Jeux ? Vous retournez sur Marseille pour soutenir les copains là-bas ? Comment ça va se passer ? Ouais, on a encore des potentiels de médailles dans la voile, donc on va aller les soutenir parce qu'ils ont bien joué le jeu aussi, ils nous ont bien poussé et à nous d'aller les soutenir aussi. Ouais. Et la fête ce soir encore ici au Club France ou c'est terminé ? Ah non, j'espère bien. Là, ça y est, maintenant on est retraités sportifs, donc on va faire la teuf. Bon, on va vivre ça avec vous. Merci à toutes les deux de nous avoir accordé quelques minutes et encore félicitations. On peut peut-être montrer les médailles à la caméra, on aime bien ça, les médailles de bronze. Félicitations encore en voile hier à Marseille. Merci Antoine Forestier pour ces belles images et ces belles médailles. Félicitations à la fois pour les médailles et puis pour les demandes en mariage à ces 2 mesdames. Merci beaucoup. Vous étiez avec Quentin Roland en direct du Club France. Sur notre plateau également, un autre Antoine Salva. On fait le point avec vous sur les performances de nos athlètes français en général. Avec aujourd'hui 38 médailles, c'est bien ça. On en a autant qu'il y a 100 ans. Exactement. Alors à l'époque, c'était la fin des JO de 1924, 38 médailles. Et là, 37 et 38 aujourd'hui. D'ailleurs, ce sont 2 jeunes femmes qui vont peut-être bientôt rejoindre Antoine Forestier au Club France. Lisa Barbelin qui a remporté la médaille de bronze en tir à l'arc. Premier podium français de la discipline depuis le bronze en équipe à Pékin. C'était en 2008. Ensuite, première médaille pour le tir tout court sur ces Jeux. Camille Jedrzejski, 22 ans, argent en tir au pistolet à 25 mètres. C'était ce matin à Châteauroux. En finale, la native de Compiègne, numéro 3 mondial, a été battue par la numéro 2 mondiale, la coréenne Yeon Jin, au tir de départage. En revanche, pas de médaille d'or possible pour les sabreuses. Les escrimeuses françaises ont été éliminées en demi-finale par la Corée du Sud. La petite finale pour le bronze sera à suivre à partir de 19h. Le judo, compétition par équipe mixte avec, bien sûr, Teddy Riner notamment. Et ça devrait commencer incessamment sous peu. La grande finale de la bande à Teddy Riner qui a éliminé l'Italie en demi-finale. Avec le Japon en face que les coéquipiers du mastodonte du judo français et mondial avaient battu il y a 3 ans à Tokyo. Là, les Japonais vont être revanchards tout simplement. Ça devrait commencer dans quelques minutes. Et puis un programme alléchant nous attend en natation où on attend encore une moisson de médailles. Effectivement, avant-dernière soirée de natation. Eh bien, ça va commencer à 20h30. Finale du 100 mètres papillon homme avec Maxime Grousset, 25 ans, champion du monde de la discipline l'an dernier. Ensuite, à 21h28, on aura la finale du 800 mètres nage libre dames avec Anastasia Kirpichnikova. Il y aura ensuite 21h58, finale du relais 4 x 100 mètres 4 nages mixtes autour de Léon Marchand. On ne connaît pas encore la composition du relais. En tout cas, Léon Marchand qui, après 4 titres en individuel, compte bien amasser les médailles en équipe avec la course ce soir et le relais homme demain soir. On n'arrête plus. Merci Antoine. Allez les Bleus, on veut encore des médailles. La météo tout de suite.
Rejoindre le mouvement de la rénovation énergétique. La météo avec Groupe Verlaine. Pour devenir franchisé dans les énergies renouvelables. Groupe Verlaine. Votre météo avec Coltou de Cyanolite. La colle pour tous vos projets de bricolage. Coltou. Coltou dans tous les cas. Retrouvez la météo avec les traditionnelles crèmes dessert Malo, sans additifs ni conservateurs. Un pur moment de plaisir pour toute la famille depuis 1948. Retrouvez la météo avec Habitat et Jardin.com, spécialiste de la maison, du jardin et de la piscine depuis 24 ans. Habitat et Jardin.com. Vos prévisions pour ces prochaines heures, c'est une dégradation qui est arrivée ce samedi par les côtes de la Manche. Et on va en retrouver la trace ce dimanche matin au réveil du sud de la Bretagne jusque sur l'Île-de-France près des frontières du nord. Mais comme les pressions seront quand même élevées, elle aura peu d'activité. Essentiellement des nuages, quand même quelques ondées ici ou là possibles. À l'arrière, le retour de belles éclaircies, donc près des côtes de la Manche, toujours entrecoupés de quelques passages nuageux. Et ces passages nuageux, à l'avant de la dégradation, seront plus nombreux sur la côte aquitaine, sur le sud de l'Île-de-France, en remontant sur le sud de l'Alsace, partout ailleurs. Vous le voyez sur ce très large quart sud-est du Grand Soleil, un petit peu de vent, toujours Mistral et Tramontane. Dans le courant de l'après-midi, une belle amélioration se dessine. Sur le sud-ouest, ce sera du plein soleil. Et sur l'extrême nord, dans le même temps, un voile de nuages assez dense. Entre ces deux zones, eh bien, on aura toujours notre dégradation du matin, mais qui sera de moins en moins active, de plus en plus d'éclaircies. Juste de petites ondées possibles. Et puis ailleurs, c'est du beau temps, une petite averse orageuse possible sur le relief corse ou encore sur les Alpes du Sud. Les températures, alors encore très élevées, près de la Méditerranée, 24 au réveil, à Marseille, à Nice, 23 en Corse. On attend 19 également entre Lyon et Grenoble. Il fera 18 à Paris, 11 degrés la plus basse. La valeur la plus basse, ce sera pour Brest et pour Cherbourg. Et dans l'après-midi, ça chauffe encore près de la Méditerranée, sous abri 35 degrés à Perpignan, 34 à Marseille, 27 à Bourges, 26 à Paris. Des conditions parfaites, 21 seulement à Brest. Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, le climat de confiance. C'était votre météo avec Coltou de Cyanolite. La colle pour tous vos projets de bricolage. Coltou. Coltou dans tous les cas. C'était la météo avec les traditionnelles crèmes dessert Malo, sans additifs ni conservateurs. Un pur moment de plaisir pour toute la famille depuis 1948. C'était la météo avec Habitat et Jardin.com, spécialiste de la maison, du jardin et de la piscine depuis 24 ans. Habitat et Jardin.com. Allez, restez avec nous dans un instant à suivre. Nous reviendrons sur ce deuxième week-end de chassé croisé entre juilletistes et haussiens. C'est noir aujourd'hui sur les routes dans le sens des départs. Attention notamment à ces kilomètres et kilomètres de bouchons sur la route. Il y en a eu 1100 à la mi-journée. Soyez vigilants, évidemment. On fait le point dans un instant. À tout de suite.